Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Samir, qui est coach de JJB, de boxe thaï, de boxe anglaise. On va parler de sport, on va parler d'humanitaire. Donc Samir, bonjour à toi. Salam alaikum, Salam bonjour. alaikum. J'espère que tu vas bien. Toujours au top, sinon je serais pas là. Merci d'avoir accepté l'invitation, Non, de prendre de ton temps. Tout le plaisir est vraiment pour moi. Merci. C'est un honneur en plus. Merci. Donc partager un peu ça. Ouais, les valeurs, exactement. Donc, on va parler de toi aujourd'hui. On va commencer dès le début. Voilà, où t'es né, comment s'est passée ta scolarité, ton enfance. Alors moi je suis né en Algérie exactement. Je suis Ouais. arrivé à l'âge de 3 ans, 3-4 ans en France. Ouais. T'es né en Algérie? Je suis né à Alger. Alger. Je suis né à Alger Centre, Ah, vraiment ouais. dans les favelas en plus d'Alger. Au Harrach, comme on appelle Al-Harrach, ça, ouais. pour ceux qui connaissent. Et voilà, après je suis arrivé, comme je dis, à l'âge de 3 ans en France. Ouais. Je suis arrivé chez ma tante qui nous a logés. Ouais. Donc on était sur les Mureaux. D'accord. Donc vraiment, Ouais. voilà. Après on est arrivé à la Garenne. Ouais. La Garenne, on a fait Puteaux on a fini à Nanterre. Ok. Et Nanterre, bah, alhamdoulilah, on est arrivé à Colombes. D'accord. Donc on était jamais très loin du Ouais, t'es resté dans le 92, coin. quoi. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc après, au niveau scolaire, je suis pas quelqu'un qui a été vraiment bon à l'école. Ouais. J'étais très indiscipliné, entre guillemets. Bagarreur, mais très intelligent. Malheureusement, D'accord. j'ai pas eu cette faculté de réussir, continuer ouais. dans l'éducation nationale. Avec des entre guillemets. capacités pas Voilà, exploitées. voilà. Donc on a fini en BEP électrotechnique. Ouais. Et après, tout de suite, mon père avait une entreprise dans le bâtiment. Ouais. Et j'ai commencé dans le bâtiment. Ah, super. Donc, ça, voilà. comment s'est passé? T'as fait quoi au début? J'ai commencé au bas de l'échelle. Ah, vraiment, vraiment bas. Avec mon père, c'était très difficile en plus de réveiller à 6 heures du matin. Bon, compliqué. Ouais. Mais, une bonne école et franchement, je le regrette vraiment pas. Dans ma vie, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Ouais. Surtout à être combatif. Et, je dois beaucoup de choses à mon père, ça c'est clair et net. Et alhamdoulilah, ça a apporté ses fruits, quoi. Ça a apporté ses fruits, quoi. Donc voilà, quoi. Et entre temps, on faisait du sport. Comment s'est passé ton rapport au sport au début? C'est quoi le premier sport? Alors, le premier vrai sport que j'ai fait, c'est comme tous les jeunes. Le foot. Le foot. J'étais un bon attaquant, entre guillemets. En fait, je courais très vite. D'accord. Pas super bon techniquement. Mais je courais vite et un peu fou dans mes trucs, quoi. Mais voilà, quoi. Après, j'ai bifurqué dans la boxe. Par rapport à mon tempérament. J'aimais pas perdre. Fallait cogner. Voilà, j'aimais pas perdre et j'étais revenu un peu dans mon enfance et c'est vrai que j'ai connu la boxe thaï chez Couder, je pense qu'il va se reconnaître, à Nanterre. C'était vraiment la première école que j'ai eue à l'âge de mes 17 ans. D'accord. Donc assez rapidement entraîné, assez rapidement coaché, assez rapidement rentré dans les combats. Ok. Et j'ai commencé par les interclubs. Et après, on a fait les galas et on a fait pas mal de grosses compètes avec Couder. Magnifique. Je lui tire aussi mon chapeau parce qu'une très bonne école. Dur, très dur. C'était un gars qui était très dur, mais très bonne. Okay, très bonne. Il a aussi beaucoup d'expérience, beaucoup de valeurs. Ça m'a aidé aussi dans ma vie. Magnifique. C'est une bonne éducation. Non. Le sport, c'est une vraie éducation. C'est vrai. Comment ça se passait les entraînements? Très dur. Très dur. Très c'était dur quoi déjà les horaires? Enfin, les horaires, c'est-à-dire combien de fois par semaine? C'était 3 fois par semaine. 3 fois, ouais. Mais c'était dur où il fallait la rigueur. Arriver à l'heure, s'entraîner comme tout le monde, écouter l'entraîneur, ne pas sauter les étapes. Et surtout, il y avait une vraie directive, quoi. Et tu pouvais pas, ce que j'avais l'habitude de faire, sauter à droite, à gauche comme je voulais. Voilà, hein, tu restais droit, droit. Et surtout, et Couder était dur par rapport à la compétence qu'il voulait développer chez toi. Ouais, c'est ça. Donc, il savait que tu avais des opportunités, il savait qu'il y avait des choses à faire. Donc, il était peut-être dur avec nous, que je comprends maintenant. Et je lui tire mon chapeau. Mais ça m'a aidé. Et on avait beaucoup de gros combattants qui étaient chez lui. Et on voulait être comme ces gros combattants qu'on voyait sur un ring. Et nous aussi, arriver un jour à monter sur ce ring-là et mettre les gants avec eux. C'était très important pour nous. Et t'es resté combien de temps là-bas? Chez Couder, je suis resté pas mal d'années, une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine, T'as fait beaucoup de compétitions. On a fait quasiment les championnats de France, je sais pas combien de fois, les championnats de France, je sais pas combien de fois. On a été en Thaïlande, on a fait vraiment des beaux voyages avec Couder. Il nous a vraiment ouvert beaucoup d'esprit, de l'assiduité.
tout ça, quoi. C'était énorme, quoi. C'était énorme. Tu peux nous raconter ton premier voyage en Thaïlande avec Wider? Comment Alors, t'as vu la différence entre les Thaïlandais et les... Alors, c'était pas avec cuillère, c'était vraiment avec des potes. D'accord. Pareil dans la boxe. Ouais. Et on est parti sur un coup de tête, grosso modo, avec pas beaucoup d'argent. Ouais. Ça coûtait pas cher à l'époque. Donc on était parti pour partir dans des camps, s'entraîner. Ah ouais, déjà à l'époque. Ouais. C'était en 97, 98. Ouais. Donc c'était très comment je peux dire ça, très enrichissant. Ouais. Au niveau humain, au niveau voyage, au niveau expérience, parce qu'on était jeunes. On était à la vingtaine, on avait la vingtaine quand même pas. Et on était parti à 11. Une équipe de foot. D'accord. Donc je t'imagine même pas. Et d'ailleurs, dans cette expérience-là, il m'est arrivé vraiment une grosse galère. Où, en étant fier d'être un Algérien, bah, je suis parti avec mon passeport algérien. Allez, d'accord. Au lieu du français. Au lieu du français. Je suis arrivé là-bas, ils avaient instauré un visa. Pour les Algériens. C'est incroyable parce que c'était un peu difficile. Donc, du coup, je suis arrivé, tout le monde est passé sauf moi. Ils t'ont bloqué. Ils m'ont bloqué. Et j'étais tombé sur une Thaïlandaise très gentille et tout. Elle m'a dit, on peut pas t'accueillir, malheureusement, il te faut un visa, mais tu peux aller en Malaisie. Tu peux faire ton visa et revenir. C'était le pays le plus proche. Donc j'ai été en Malaisie, j'ai été ça. T'as lâché tes potes, t'es parti tout seul. Non, mais le truc, c'est que tu vois, s'il y avait une vraie solidarité avant, c'est qu'on se partageait les choses. Donc on avait tous mis un peu. Ils m'avaient payé le billet pour partir en Malaisie, pour pouvoir aller faire mon visa et revenir. Une super belle expérience. Et à partir de là, j'ai découvert la Thaïlande, la vraie Thaïlande, comme à l'époque, des vrais camps. Où on mangeait pas de con. Donc c'était vraiment les bases. Tu vis comme eux. Et voilà, au niveau humanitaire, franchement, c'était extraordinaire. Un partage absolu, un pays vraiment ouvert d'esprit. Et on n'avait pas ce problème de sans rentrer là-dedans, entre musulmans, entre tout était mélangé, tu avais le droit de faire ce que tu voulais, avec le respect. Et voilà, quoi. C'est vraiment une belle expérience. Tu as trouvé quoi comme différence entre la boxe thaï en Thaïlande et ce que tu as connu en France? Tu as vu une différence? On va pas rentrer là-dedans parce que c'est très difficile. Ah ouais? Ouais, parce que c'est simple. C'est comme si, je sais pas moi, la Thaïlande, la boxe thaï, c'est le grain où tout a commencé. C'est la discipline qui a été créée par les Thaïlandais. Donc du coup, tu vas à la source. Et la source, ça sera toujours mieux. Et la source, c'est le meilleur enseignement, c'est là-bas. Tu peux avoir 10 000 Thaïlandais en France, mais si tu vas en Thaïlande, t'auras ces 10 000 là, il y en aura au moins une centaine de milliers là-bas. Et c'est pas ça, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance. Tu sais, là-bas, on commence très jeune. On commence tout bas âge, à partir de 2-3 ans, on te met dans un ring, quoi. C'est vraiment une vraie discipline. C'est vraiment une vraie discipline. C'est un art. C'est un art qui est vraiment étudié et pratiqué. Et si tu veux aussi, t'as ce côté aussi, les gens, ils vont vouloir gagner de l'argent avec cet argent-là. Ils en vivent, en fait. Et avec ça, exactement. Ils en vivent. Donc, pour eux, c'est devenir un Zidane de la boxe thaï. Voilà, tout simplement. C'est comme le foot. Le foot, façon de parler, on allait au Brésil pour, t'avais les meilleurs Brésiliens pour le football. Et pour moi, la Thaïlande, c'est le meilleur pour apprendre la boxe thaï, quoi. Donc, c'est une vraie expérience, D'abord, je souhaite à tout le monde, à tous les jeunes. Donc, t'as fait, une dizaine d'années avec Wider. Comment après de là, t'es passé au JJB? Alors, en fait, le JB, il est arrivé vraiment par hasard. Vraiment par hasard. J'avais été dans un club où je m'entraînais en boxe thaï. D'ailleurs, c'était le club de Kader. Bon, il se reconnaîtra, Kader Djelab. Un très bon, tu connais? De Colombe. Des grèves. Et après, il est passé des grèves. Après, ils sont venus, et c'est vrai que Kader, il était chez Couder aussi. Et Kader, c'était un référent pour moi aussi, parce que tu le voyais boxer, tu le voyais tout. Donc c'était un kiff, tu vois. Donc après, tu passes chez lui. Et après, il a monté son club à Colombe. Donc j'allais aussi m'entraîner là-bas. Et un jour, t'as des mecs de Sevran qui sont venus s'entraîner au sol. On m'a présenté à un mec qui s'appelle Nayeb, un très bon gars en jiu-jitsu, en grappling.
très très bon gars, lutte à livrer, grappling. Et de là, il me dit, ouais, viens tourner avec nous, tu vas voir. Et tout. Je dis, c'est quoi ce sport de par terre, là? Ça sert à rien. Et il me dit, ouais, tu vas voir, goûte, tu vas voir. Et du coup, bah, j'ai été. Une fois, ils sont revenus une deuxième fois, une troisième fois, et après, j'ai goûté. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vision de ce sport-là, quoi. Et comme c'était un sport qui était en vogue, entre guillemets, il y a une bonne dizaine d'années, bah, j'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Et j'avais 35 ans à cette époque-là. D'accord, ok. J'étais vieux. Ouais, pour commencer. J'étais vieux pour commencer à 35 ans, ça y est, c'est trop tard. Et lui, Naïeb, faisait des compétitions aussi. Donc, du coup, vas-y, pourquoi pas. Donc, quand il y allait, il m'a dit, viens, il y a une compète. J'y allais. Je gagnais. Ah ouais. Et je dis, putain, mais c'est génial. 35 ans, on arrive encore à gagner des choses. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de master. C'était, tu te battais avec des adultes, c'est-à-dire des jeunes, quoi. Et donc, première compète, deuxième compète, troisième compète. Après, on goûte. Moi, je goûte à Londres. Grosse compétition à Londres avec IBJF. J'y vais, je la gagne aussi. C'est génial. Je fais le naga, je vais avec lui, je la gagne. C'est génial. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé le jiu-jitsu brésilien. Mais là, c'était quoi? C'était le grappling ou le jiu-jitsu brésilien? Alors, faut savoir quelque chose. C'est que tout le monde se trompe. Enfin, se méprend. Se méprend. Je sais pas comment on peut dire ça, mais ouais. Mais en fait, le jiu-jitsu brésilien, c'est les Brésiliens qui sont appropriés ce nom-là. Parce que le jiu-jitsu, à la base, c'est du jiu-jitsu traditionnel. Qui vient du Japon. Donc, qui a été ramené par un Brésilien au Brésil, qui a ramené un grand maître du jiu-jitsu brésilien. Donc, ils ont appris quelques techniques et après, ils ont développé ça. Et les Brésiliens, comme ils l'ont développé, donc jiu-jitsu brésilien. Mais c'est les Gracie, c'est ça? Les Gracie, exactement. Donc, j'en connais un très bien, en fait. Je connais bien Renzo. Renzo, tu vois, pour l'histoire, on va sortir un peu du coup, mais l'histoire de Renzo, je l'ai connu dans un after. Ok. Voilà, dans un after, hein. Bon, on l'a connu, je l'ai connu dans un after. J'étais à Abu Dhabi pour les championnats du monde. Donc, à cette époque-là, j'étais bleu. Donc, il y a un mec qui me dit, écoute, faut que je te présente quelqu'un, tu vas voir, c'est un gros nom du Brésil. Et moi, j'étais pas, tu sais, moi et les noms, voilà, lui, il me connaît, il me connaît pas. Donc, pourquoi lui, je devrais le connaître, lui? Tu connais l'anglais. Et du coup, non, tu vas sortir avec nous, ça va être sympa et tout. Donc, on est sortis. On a fait une très bonne soirée, je me souviens, malheureusement, on a fait une très bonne soirée, beau monde. On a fini en after, chez un blindé de chez blindé, je te raconte même pas. Et de là, on présente Renzo. De là, Renzo, il part, il discute avec moi et on passe vraiment tout le temps à être ensemble et on parle de sport. Jusqu'à le lendemain matin, il me dit, écoute, tu boxes quand? Enfin, tu combats quand? Je lui dis, après-demain. Il me dit, vas-y, je viens, je te coach. Mais là, quand il s'est présenté, tu sais qu'il est de telle famille et tout. Attends. Voilà, c'est ça. Attends. Le mec, il me dit, je vais te présenter Renzo. Moi, je dis, ah ouais, d'accord, ah ouais. Moi, je fais le mec, tu connais. Je dis, je suis un menteur. Sur le coup. Je dis, je le connais, celui-là. Je rentre à la maison. Je tape Internet direct, Google, s'il te plaît, dis-moi, c'est qui celui-là? Et de là, j'ai vu que c'était un ancien combattant à MMA, un ancien grappleur, un ancien jutsuka. J'ai vu la famille d'où il venait. J'ai vu toute la famille décomposée de tous les tueurs. J'ai dit, putain, mais c'est pas possible. J'ai discuté hier avec un mec. C'était un tueur, mais pourtant, il était très simple. Très ouvert d'esprit, très gentil. Franchement, je pense que ça a aussi un déclic qui m'a fait dériver dans ce sport-là. De fait d'avoir parlé à cette personne-là, qui était vraiment quelqu'un bien placé dans le jiu-jitsu brésilien, des références vraiment dures. Donc du coup, je dis, putain, c'est génial. Et de là, j'ai connu Renzo. Renzo, c'est devenu un bon pote. Enfin, de temps en temps, on n'est pas tous les jours sur Instagram, mais on sait souvent. Il me félicite quand je gagne, il me félicite souvent sur mes trucs. Et par la suite, je l'ai rencontré championnat du monde à Las Vegas. Il fait un gros séminaire. Il est invité. Et là, j'ai un copain de Mantes-la-Jolie, Karim, qui se reconnaîtra, qui me dit, Samir, s'il te plaît, tu connais bien Renzo? Je peux pas faire une vidéo avec lui? Je dis, ouais, si, bien sûr, viens. Vas-y, viens, je le présente. Il me dit, bien sûr, je vais faire une vidéo avec lui. Donc, il faut une vidéo.
Et après, Renzo, il me regarde, il me dit, et on s'en va, tu vois. Il me dit, Renzo, tu vas où? Et lui, il fait un gros séminaire. Quand je dis un séminaire, c'est-à-dire que les gens, ils paient, je crois, 150 ou 100 euros pour participer, tu vois. Bien sûr. Et là, il me regarde, il me dit, tu vas où? Moi, j'étais en short, débardeur, j'étais en mode Las Vegas. Tranquille. J'étais bien, moi. Et du coup, bah, ce que je fais, je m'en vais. Il me dit, hé, tu vas où? Je dis, non, je veux voir les combats et tout. Il me dit, non, non, non. Il me dit, viens au séminaire. Ah ouais, t'as convoqué. Et je lui dis, je suis en short, ce truc. Et il fait ça, tu sais, il regarde. Lui, il est vraiment comme ça. Il regarde, il fait ça. Il me dit, ok, va à mon stand. Va prendre un kim et viens. Parce qu'il vendait des kimonos. Et t'as le mec de Flow Grappling. Flow Grappling, c'est un média qui couvre tout l'événement. Donc, et là, le mec, il me dit, non, 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 on n'a pas le temps. Comme vous, un peu avec vos caméras, il dit, non, 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 on n'a pas le temps. Il me dit, tiens, prends mon kimono, mets-le. Donc, je mets son kim. C'est avéré, le mec, c'était un marron. Moi, j'étais bleu. D'accord. Donc, pour que les gens connaissent, c'est combien de différence entre les deux? Alors, faut savoir que t'as la blanche, t'as la bleue, t'as la violette, et t'as la marron, et après t'as la noire. Ok, donc c'est avant la noire. Donc, faut compter à peu près maintenant, ils ont mis des nouvelles règles, parce qu'il y a beaucoup de compétiteurs. C'est 2 ans par ceinture, grosso modo. Ok, d'accord. Ça fait 4-6 ans à peu près entre les deux. Ah, j'étais bleu. Je venais d'arriver, c'était la 2e, 3e année, je crois que j'avais eu ma bleue, donc je l'ai eu très vite. Moi, j'ai eu très vite mes ceintures grâce à mon prof et grâce à mon assiduité aussi, à l'entraînement, aux compétitions, qui a fait que j'ai été très vite et j'ai réussi très vite mes ceintures. Et c'est un travail aussi, je pense que je me suis permis de me donner. Et par la suite, je peux pas mettre la ceinture marron. Parce que il faut que tu aies la validation de ton prof. Oui, forcément. Donc, du coup, j'arrive, sans ceinture. Tu sais, avec juste comme ça. Et je mets les mains comme ça. Et là, il me regarde, il fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, blue belts. Je suis bleu. Et il me dit, il regarde la ceinture, elle est marrante. Je dis, il me dit, vas-y, mets-la. Et là, automatiquement, t'envoies un message à ton prof, même s'il le voit à 2h du matin. Mais tu dis, ah, j'ai mis la ceinture marron, mais c'est le prof c'est Renzo qui m'a dit de la mettre. C'est fou, tu par respect. C'est très important. Le respect dans ça, c'est vraiment important. Et de là, j'ai fait le séminaire. Donc, t'as que des noirs, des marrons, des grosses têtes. Et t'as moi, qui est là. Qui est en marron. Qui est en bleu, mais en marron camouflé. Et t'es là comme ça derrière les autres, et tu regardes comme un petit enfant, en fait. Tu regardes tout le monde, tu regardes ce qu'il fait, les techniques, t'es comme ça. Et tu me vois un peu sur YouTube, on la voit en plus. Moi, je suis comme ça en train de le regarder, tu vois. Et à un moment, il dit, Samir, viens. Et là, il me prend devant tout le monde. Il me prend en cobaye, façon de parler, quoi. Et là, il me présente à tout le monde, il dit, voilà. Pour moi, c'était, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est le boss. Et tu vois, si tu veux, c'est ce petit truc-là qu'on n'a pas eu quand on était jeune, ce mérite, en fait, de te mettre en avant, nous, on est toujours à la recherche de ça. On voulait être de la reconnaissance, exactement. Et là, je l'avais. Et là, j'ai dit, putain, ce sport, il est génial, quand même, tu vois. Et j'ai commencé vraiment comme ça dans ce sport, dans le grappling. Ça a été l'un des pionniers, avec mon prof, bien sûr. Il y avait certains profs que j'ai toujours admirés jusqu'à maintenant. Mais ça a été vraiment un déclic, quoi. Un déclic. Par hommage, tu peux citer quelques profs comme ça qui t'ont marqué. Alors, j'ai vraiment commencé dans le grappling, c'était Flavio Parova. C'était vraiment un bon gars en lutte à livrer. Et spécialement, c'est du grappling aussi, mais on appelle ça lutte à livrer parce qu'il combat avec un kim. T'as mon prof, David Pierre-Louis, qui est très reconnu dans le milieu et bon, qui a fait ses preuves. T'as Fabien aussi, pareil, mon prof en grappling. Très bon gars avec qui j'ai fait toutes mes preuves et toutes mes ceintures. Et t'as d'autres personnes comme ça qui sont dans l'anonymat, mais qui sont là tous les jours, quoi. Et big up pour eux aussi, quoi. Et sans oublier, bien sûr, mes sparring. Parce que sans club, sans sparring, y a rien. Donc, avec tous mes partenaires sparring de la salle, quoi. Exactement. Donc, voilà, quoi. Et donc là, on est passé au boxe thaï JJB. Comment c'est passé? Tu peux nous raconter un peu les compètes quand t'as commencé à te mettre dedans? Alors, je vois que t'as voyagé. J'ai fait vraiment le tour du monde avec ce sport-là. Je crois qu'il m'a bouffé tout mon argent aussi. Faut savoir, faut le dire.
Bon, le premier déclic, c'est que je pense que ça a été en sortant, les premières, je crois que c'était vraiment les Londres. D'accord. Londres, le Naga. Là, ça a vraiment été une belle expérience avec Nayeb d'ailleurs. Et j'ai gagné, pareil, je les ai gagnés quoi. Je les ai gagnés et c'était vraiment une belle expérience. Après, c'est vrai que financièrement, c'était dur parce que faut savoir que dans le jiu-jitsu brésilien, tu gagnes pas d'argent. Ah ouais, d'accord. Ah, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. C'est ça, c'est marrant parce que tout le monde croit qu'on gagne beaucoup d'argent. Ah ouais. On gagne pas d'argent. Ok. Les compètes sont payantes. Donc pour aller faire une compète, tu payes. C'est toi qui payes. C'est toi qui payes. D'accord. Tu payes ton kim. Si tu fais en gi, tu payes ton kim. Si tu fais en nogi, t'as un rash guard et un short. Okay. Le rash guard, il faut qu'il soit à la couleur de ta ceinture. Ok, d'accord. Après, t'as le transport, t'as l'hébergement, d'accord. Donc si tu vas à Las Vegas, toi qui payes tout. Ah, la grosso modo, ouais. Ok, d'accord. Donc ça m'arrive où j'ai des sponsors qui m'aident. Ouais. Donc quand je dis sponsor, c'est tout le monde. Hein. Ouais. C'est que ce soit sponsor entreprise ou sponsor des gens personnels, tu vois, des gens, des anonymes. Ouais. J'ai aussi des anonymes qui m'ont envoyé de l'argent sur des comptes Litchi, sur des comptes comme ça que je fais et qui m'ont aidé à partir et à faire tout ça. Ouais. C'est bien. Ouais, mais ça coûte. Ça coûte pas mal. C'est juste pour savoir combien la participation. Voilà, juste pour une participation basique. Ouais. Parce que là, en France, ils ont monté le truc aussi. Ouais. Ça s'appelle la CFJB. En France, je crois que c'est une moyenne de 60 €. Pour participer à un tournoi. Pour participer à un tournoi. Okay. Savoir que 60 €, c'est le fait de participer. Donc, si tu te fais éliminer au premier tour, tu rentres chez toi. Okay. Il n'y a pas de... Après, les IBJF, là, c'est-à-dire la mecque, entre guillemets, du jiu-jitsu brésilien, si je peux me permettre de dire ça. C'est la grosse fédération. Okay. C'est la fédération qui reconnaît aussi ta ceinture. D'accord. Internationalement parlant. Ouais. Donc, si t'es pas passé par IBJF, ta ceinture, si tu l'as eu par une autre organisation, elle vaut pas grand-chose. Ouais. Si tu veux, c'est les référents. Il faut savoir, une compétition d'IBJF, c'est au minimum 100 €. Minimum. D'accord. Okay. Là, par exemple, moi, quand j'arrive pas à avoir des subventions vraiment à l'avance, donc je paye une participation vraiment en dernière minute. Et il faut savoir que quand tu payes ton inscription peut-être 2 mois avant, tu vas payer 100. Ok. Quand ça va être 1 mois avant, tu vas payer 120. Ah ouais. Plus ça s'approche, plus c'est cher. Et plus c'est cher. Ah ouais. Et moi, en règle générale, ça tourne entre 150 et 200 €. Dernière seconde, dernière minute. Et parce que financièrement parlant, c'est dur. C'est dur. Et le travail, et la famille. Et donc, je suis tout le temps en train de prendre mes billets, mes trucs, vraiment peut-être à la dernière minute parce que le destin, on sait pas ce qu'il fait demain, quoi. Ouais, bien sûr. On sait pas ce qu'il fait. Donc, j'ai des opportunités qui tombent. Donc, dans le travail, par exemple, je vais devoir laisser la compétition et partir travailler. Parce que ce sport-là, il me rapporte pas d'argent. Je mange pas. Tu vois. Mais, j'ai fait toutes ces compétitions-là, j'ai fait tous ces voyages-là. C'est comme t'allais acheter un diplôme, en fait. Toutes ces ceintures-là, c'est des diplômes. Et c'est de l'expérience. Bien sûr. Et c'est du vécu, donc que tu peux apporter à tes élèves, que tu peux apporter et partager autour de toi. Donc pour moi, c'est quelque chose que tu t'investis. C'est un investissement. Ça coûte cher. Ça sert à rien qu'on parle d'argent sur ça parce que ça m'a plumé. Je pense que la dernière fois, je faisais vite fait un calcul. J'ai dit, mais j'ai gaspillé autant d'argent dans ce sport. Mais c'est vrai que ça coûte super cher. D'ailleurs, là, on va une petite information. Là, je pars pour les championnats d'Europe la semaine prochaine. C'est à Lisbonne, donc c'est pas très cher. Pas très loin. C'est pas très cher. Le billet, il a entre 120 et 180 €. Après, t'as le logement. En règle générale, moi, je suis quelqu'un de très, très, très simpliste. Tu vois, une auberge de jeunesse, ça me suffit. Mais bon, pour un confort et tout, tu prends une moyenne, c'est entre 30 et 40 €. La journée. Tu restes combien de temps en général à un tournoi? Alors là, j'ai peut-être resté un peu plus longtemps parce qu'en fait, t'as des gens qui vont combattre aussi de ma team. Et en plus, c'est pas très loin, donc c'est pas très cher. Donc ça va. Ça me permet de faire un petit break dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc ça me permet de partir en vacances, mais tout en étant dans mon sport et surtout, c'est une grosse compétition. C'est la deuxième plus grosse au monde. T'as les championnats du monde et t'as les Europes. Les Europes, c'est comme les championnats du monde, mais en Europe. Et c'est tous les combien de temps?
C'est tous les ans. Tous les ans. Ouais. Ok, ouais. Donc tous les ans, si t'es champion d'Europe de cette année-là. Voilà, t'es qualifié d'office pour celle d'après? Non. Non. Ah non, non, non. Non, faut savoir que, Ok. faut savoir que le jiu-jitsu brésilien, tu peux être novice. C'est-à-dire que tu peux être, on peut te donner la ceinture aujourd'hui. Ouais. Ta ceinture, par exemple, noire. Ouais. Tu peux aller combattre, 2 jours après, en Ok. noir. D'accord. Par contre, c'est ce que je dis moi. Moi, je suis arrivé en noir maintenant et je suis un petit peu la ceinture blanche des noirs. D'accord. Parce qu'il y en a, ils ont premier grade, deuxième grade, troisième grade, quatrième grade, cinquième, Parce que même dans la sixième, noire, en fait, septième. t'as des grades. C'est les Voilà. traits rouges, c'est ça? Et très blanc. Très blanc. Ouais, Ok. très blanc. Ouais. Donc, du coup, bah là, comme les championnats du monde, j'étais tombé avec un gradé, une très bonne aussi, une très bonne team Ouais. chez Athos, l'une des meilleures du monde. Et le mec était troisième dan. D'accord. Donc, c'est ton poids, Ouais. ta ceinture et ta Mais catégorie. l'autre, Mais le mec, il a plus d'expérience, donc il est plus intelligent. C'est comme si moi, j'ai tourné avec une blanche et bah je vois les mouvements et c'est vrai que pour lui, c'est. Ouais, bah oui. Plus Et d'expérience. il prenait les points comme ça. Et Ah, en fait, je donnais les points. D'accord. Mais c'est dans la folie parce que t'es le Ouais. champion du monde. Quand t'es tout seul, parce qu'il faut savoir que je pars tout le temps tout seul. Ok. T'as pas une équipe avec toi et J'ai tout. personne. Ouais. J'ai tout le temps fait mes preuves vraiment personne, tout seul. Ouais. Et c'était vraiment une grosse expérience personnelle, un combat seul, parce que j'y vais seul, Ouais. je me prépare seul et je combats seul. D'accord. Ah, c'est fou. Ouais. Et ça a été vraiment une belle expérience personnelle. Ça, c'est personnel, personnel. Ouais, bien sûr. Ouais. Et Magnifique. franchement, c'est de là où les compétitions, et Ouais. je les ai quasiment toutes faites. D'accord. Toutes faites sans exception. Et j'ai quasiment toutes faites avec un podium, sans exception. Ah ouais, magnifique. Ouais. C'est un minimum troisième place. Minimum. Magnifique. Ah bon, on se donne tout le temps la première parce que tu connais les Algériens, ils veulent que la première. Premier ou rien. Sans rentrer dans les Algériens, on regarde ça. Oui, Ouais, non, tu ouais. connais, nous on aime bien la Premier guerre. ou Voilà. rien. Ouais. Première ou rien. Mais c'est vrai que je dis le deuxième, c'est le dernier des perdants. Ouais. Et le troisième, c'est le deuxième des dernières expériences. L'avant-dernier. Mais ouais, c'est une expérience de vie, on perd jamais. Ouais, On bien a- sûr, bien On sûr. gagne, on gagne. Et comme des fois, bah, je peux arriver, premier combat, je perds, je rentre chez moi et je suis dégoûté. Ouais. Et après, t'as tout ce qui est calcul, argent, putain, j'ai Ah, perdu, bah oui. attends, mais, Ouais, ouais. mais c'est rien. Je pense que moi, je crois beaucoup en le destin, je crois Ouais. beaucoup en Dieu, en Allah, subhanallah. Ouais. Tout est écrit. Ouais, bien Si sûr. c'était mon jour, j'aurais pu la Ouais. gagner, j'aurais pu gagner. Après, bien sûr qu'il y a nous, c'est à nous de faire les choses. Ouais. Mais bon, Et donc, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Alors, tu peux nous raconter on va dire une anecdote qui t'a marqué dans ton parcours en JJB, que ce soit un tournoi, un combat spécial, quelque chose vraiment qui t'a. Alors, je pense que l'une des plus grosses que j'ai gagnées, en fait, dans ma tête, j'ai Ouais. tous gagné, elles sont toutes belles. Ok. Mais je pense que la plus belle expérience où j'ai vraiment ressenti la chose en façon de parler, parce qu'on croit Ouais, qu'on est bien champion, mais on l'est. Ouais. Mais c'est en bleu. Ok. Donc, première grosse compétition, je l'avais déjà fait en blanche. Ouais. J'étais arrivé deuxième. Mais là, en bleu, c'était un challenge pour moi. Voilà, je voulais avoir ma violette, Ouais. je voulais passer au-dessus, et je voulais montrer que, bah, comme j'avais quasiment beaucoup gagné, beaucoup de grosses compétitions en bleu, je voulais, grâce à cette compétition-là, qui était le championnat d'Europe, la gagner aussi. D'accord. Et ça a été 5 combats durs C'était où? Quelle ville? à Lisbonne. À Lisbonne. Ouais, ok. à Lisbonne. C'était 5 combats. 5 combats, ouais. Et 5 combats, c'est quasiment d'affilée. Hein. Tu combats 5 La même minutes. journée. Quoi, dans l'heure. Oh, purée. C'est dans l'heure. D'accord. C'est Pas de dans l'heure. repos. Non, t'as pas de repos. T'as Ah ouais. 5 minutes de combat, Ouais. tu pars dans l'air, et après, t'as peut-être entre 5 et 10 minutes de battement. D'accord. Parce que t'as plusieurs tatamis. Ouais. Le temps que ça se finisse ailleurs et Le tout. temps que en fait, t'as une catégorie, t'as une Ouais. espèce de tableau, et bah, celui-là, il a gagné, il avance, celui-là, il a gagné, il avance, Ok. donc ces deux-là, ils se rencontrent, D'accord. et c'est comme ça, quoi. Donc tu enchaînes en fait. Donc, tu enchaînes. Ah ouais, d'accord. Donc, ça peut être 5 minutes, Ouais. ou enfin 10 minutes, parce que t'as 10 minutes de battement. Ouais. Comme ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que, bah, Ouais. ton tour, il passe. D'accord. Parce que l'autre, il est blessé, parce que, Ah ouais. en fait, il y a plein de choses qui fait que, Ouais, ouais. mais je pense que ça a été l'une des plus belles parce que j'ai eu beaucoup de monde autour de moi. Le monde qui me suivait sur Insta. Ouais. Donc, t'étais que bleu, donc pour toi, t'étais waouh. Ouais. Mais j'avais beaucoup de gens qui me suivaient et qui me motivaient et qui m'ont donné le courage de la gagner. Magnifique. Et quand tu la gagnes, Ouais. tu sens que t'as l'impression d'avoir gagné le championnat du monde involontairement parlant. Ouais, Tu bien vois. sûr, ouais.
Et ça a été une belle expérience. Ouais. Ça a été celle-là et celle de New York aussi, pareil. Ouais. New York, je fais ma catégorie et je fais l'absolute. Je les gagne les deux. C'est quoi l'absolute? L'absolute, c'est toute catégorie mélangée. Ah ouais, ok. Donc, par exemple, tes ceintures noires, enfin, à l'époque, j'ai été ceinture violette. Donc, tes ceintures violettes, tu fais 82 kilos, 79 parce que c'est en nogi. Donc, 79 kilos. Donc, tu tombes sur toutes les catégories de 79 kilos. Ok. De ta ceinture, hein, de violette. Ouais. Donc, tu peux tomber contre un mec qui fait 20 kilos, comme un mec qui fait 100 kilos, ou 120 kilos. Ok. Donc, du coup, bah, j'ai été tombé contre un lourd. Ouais. Et, au final, je gagne ma KT. Et je gagne aussi l'absolue. Donc, ça, c'est les pannes. Et les pannes, c'est l'une aussi des grosses compétitions qu'il faut à faire et qui est belle à apprendre, quoi. Je l'ai gagné aussi. Magnifique. Donc, ouais, non, pas mal de grosses, en fait, chaque compétition, je vais pas te mentir. Ouais, tu donnes tout à fond. C'est chaque fois que je les gagne, c'est toujours une belle expérience. Ouais. Parce que quand t'en gagnes une, tu oublies l'autre. Ouais, Et c'est toujours une belle expérience. Ça a toujours été des belles expériences. Mais je pense que la bleue, ça a été le départ. Ok. Je pense que quand tu gagnes les championnats d'Europe, même quand t'es en bleu, même quand t'es en blanche, et ben, tu te donnes une espèce de motivation pour aller chercher le plus haut, d'arriver jusqu'en noir, quoi. D'arriver jusqu'en noir. Magnifique. Et donc là, je sais que toi, tu fais du coaching. Ouais. Tu peux me raconter comment ça a commencé et c'est quoi que tu proposes? Alors le coaching, en fait, pour moi, c'est une passion. Ouais. Avant que ce soit un travail. Ouais. Parce que je gagne pas ma vie avec ça. Ouais. Je suis beaucoup dans le partage. Moi, j'ai toujours été dans le partage parce qu'on m'a toujours donné. D'accord. On m'a toujours aidé, que ce soit unitairement ou que ce soit avec les gens. On m'a toujours vraiment donné la possibilité de faire des choses. D'ailleurs, pour moi, je pense que ce sport-là, je suis arrivé à un âge où j'ai besoin aussi de leur donner. Ouais, bien sûr, transmettre. C'est un signe de reconnaissance, en fait. Ouais. Et la transmission, elle est très importante, que ce soit collectif, que ce soit personnel, on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'être coaché. Ouais, c'est vrai. Et j'aurais toujours eu, comme tu dis tout à l'heure, partir en compétition, d'avoir quelqu'un avec moi. Ouais. Eh ben, je pense que ce côté-là, il m'a un peu aidé à dire, j'ai pas eu cette chance d'avoir ces gens-là derrière moi. Parce que, ça coûte cher. Un coach, pour te suivre, il faut qu'il paye quasiment la même chose que toi. Donc, ça a été, pour eux, je comprends qu'ils ont pas venu avec moi parce que quand il a 100 adhérents, il peut pas aller avec les 100 adhérents. Ouais. Mais je pense que moi, d'un côté positif où je peux retransmettre ce qui est très important pour moi, que ce soit culturellement, que ce soit dans la religion, que ce soit dans le sport, je pense que retransmettre, pour moi, c'est une source de positivité. J'arrive à avoir cette motivation de continuer à faire du sport, d'aller en compétition, parce que je reçois des côtés positifs. Et je pense qu'en donnant aux gens, tu reçois. Ouais, tu reçois, exactement. Et ça, c'est instinctif. Ça a été instinctif. Donc là, c'est ce que je fais. Par exemple, là, je suis avec Honor. Ils m'ont sponsorisé. Ils m'ont dit, OK, direct. Ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert. Déjà, je leur fais un coucou. Et ils nous ont donné la chance de venir ici et de faire notre truc ici. Voilà, ils m'ont donné la salle. T'as vu la salle comment elle est? Ouais, magnifique, Voilà. Ils m'ont donné, ils m'ont dit, tiens les clés, tu fais ce que tu veux. Pour t'entraîner, etc. Pour me préparer surtout. Pour pas préparer en condition. Et après, par la suite, j'aurais dit, moi, qu'est-ce qu'on peut, échanger? Ils me disent, non, on veut rien. Mais moi, je suis pas dans ce truc-là. Moi, j'aime bien, tu vois, prendre, donner ce que je peux à ma hauteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plus ou moins programmé des cours de grappling ou de boxe dans mes temps perdus. C'est-à-dire que, par exemple, le vendredi, je vais pas à l'entraînement dans ma salle et je viens ici et je donne, quand je peux, je donne des cours que je partage avec leurs adhérents, les adhérents du club. Donc, tout le monde y gagne. Donc, et à partir de là, je pense que la transmission se fait comme ça, quoi. C'est un automatisme. Et c'est quelque chose je pense, qui est normal chez l'humain. Qui doit être normal. C'est vrai. Qui doit être normal. On te donne quelque chose, on t'apprend quelque chose. Et ben, au lieu de te le garder pour toi, retransmets-le parce que c'est gratuit. Exactement. Il y en a, ils ont pas l'argent. C'est vrai. Donc, moi, j'ai commencé dans le coaching privé, parce que j'ai des potes qui sont assez aisés et qui m'ont demandé de les coacher, donc je les ai coachés et tout de suite, j'ai eu une certaine somme que je sais que demain, si je le dis à tout le monde, ils pourront pas payer. Bien sûr. Parce que j'ai une certaine expérience, parce que, sans me surestimer, mais j'ai une certaine expérience, certains voyages,
maintenant j'ai certaines connaissances dans le sport, Ouais. donc qui fait que je peux me permettre d'enseigner Bien sûr, aux c'est gens normal. Ouais. dans la sécurité, dans tout ça, quoi. Et j'ai le matériel aussi. Ouais. Donc tout ça, c'est un espèce d'investissement. Ouais. C'est pour ça que mon prix, peut-être, pour certains, il peut être cher. Ouais. Voilà, je te disais, par rapport aux séances de coaching, ouais, c'est, encore une fois, les prix varient. Ouais. Aujourd'hui, on sait très bien que les prix, ça varie, je sais pas, en ce moment, je crois que c'était en ce moment, c'est entre 50 et à des sommes astronomiques. Mais je pense que chacun a sa valeur de prix. Je pense qu'il faut pas négliger les gens, faut pas rabaisser les gens non plus. Ouais. Mais voilà, si tu veux un coach à 20 €, bah, tu auras le coach à 20 €. Exactement. Bah, oui, et si tu veux un coach à 100, bah, tu peux avoir le coach à 100, mais qui peut être mauvais aussi. Et qui va te prendre ton argent. Mais je pense que, voilà, on peut pas se cacher aujourd'hui de tout ça. On a Instagram. Moi, tu rentres dans mon Instagram, tu vois tout mon vécu de fighter, de compétiteur, mes expériences de vie, par où je suis passé. Donc, je peux pas mentir aux gens. Tu comprends, mon expérience, elle est là. Et avoir un minimum. Bah, forcément, bien sûr. Donc, voilà, bah, après, je pense que ce sport-là et le coaching est vraiment pour tout le monde. Et donné pour tout le monde et à chacun son expérience. Donc, voilà. Et là, on va passer maintenant au côté associatif. Parce que tu as une association. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, mon association, je l'ai montée avec mon fils, qui s'appelle Magic Team. D'accord. On l'a monté, je l'avais monté sur un événement que j'ai eu au Sénégal. C'est par ça que j'ai eu le déclic. Je vais au Sénégal chaque année. Pendant une période vraiment spécifique, c'est le Mouloud. C'est la naissance du prophète pour nous, les musulmans. Et du coup, bah, c'est un moment où on donne à manger aux gens. Et je suis invité par une famille là-bas, la famille Kébé, Moustapha Kébé. Et du coup, bah, c'est son argent propre. Il achète des bœufs, il achète du riz. Et on fait des lots. Et le lendemain matin du Mouloud, bah, on donne ça aux gens. Magnifique. Et ça fait quasiment 5 ans, 6 ans que je fais ça. Donc j'ai commencé là-dedans. Et après, bah, à titre associatif, bah, j'essaie de partager mon sport en allant faire des stages dans les clubs. Au Sénégal, je l'ai fait aussi, et dans deux autres clubs, quoi. Donc je le partage comme ça. Et c'est vrai qu'on a fait aussi, ici, moi j'ai fait aussi avec titre personnel. Hein. Je l'ai pas mis, mais je fais des maraudes. Je vais donner à manger aux gens comme ça. Magnifique. Donc voilà, quoi. Souvent, quand je suis au Sénégal aussi, quand je suis là-bas, tu as des gens qui sont en France qui m'envoient de l'argent pour faire des CDRA, des dons. Donc on essaie de faire partager tout ça. Bah, super. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps. Non. Si tu veux clôturer un petit mot pour. Mais si je voudrais bien clôturer un truc, c'est de dire à ces jeunes d'être motivé, de continuer à faire, de trouver un objectif surtout. Parce que le problème de maintenant, c'est qu'on n'a pas d'objectif, on se lance dans tout et n'importe quoi. C'est vrai. Mais se lancer au moins dans un objectif, d'y aller, de le conquérir, de le réussir. Et vous savez, ça va être un truc extraordinaire pour soi-même, titre personnel, et pour ton entourage, parce que ça donne beaucoup de. Ça a donné beaucoup de portes, enfin, ça a donné beaucoup d'exemples, moi. Pour moi, je suis un exemple pour plein de monde. Exactement. Et si tu peux faire ça pour les autres, ben, partage, continue. Et moi, ça a été une source de vérité pour moi. Je vais pas te mentir, le sport, c'est. Je continue d'ailleurs. Hein. Et ce que je peux dire, c'est vraiment continuer à partager le sport. Je pense que c'est un titre personnel, pour la santé, pour la vie, ça te donne un moyen de t'évacuer ta négativité, de prendre du positif à travers les autres. Et niveau santé, c'est extraordinaire. C'est le meilleur des médicaments. C'est vrai. Le meilleur des médicaments. Voilà. C'est vrai. Bah, je te remercie, Samir. Le plaisir était pour moi. Merci les anciens. Merci de nous avoir suivis. On était avec Samir. Abonnez-vous, commentez, likez. Sam/du8 coaching. On mettra tout en description. Pas de souci. Merci à vous en tout cas de m'avoir reçu. Avec plaisir. Ça a été vraiment un plaisir de partager les anciens. Exactement. Pour les jeunes qui vont être aussi anciens. Exactement. Donc, Ous à toi, merci. Et avec un grand plaisir.